réponse est non. Le problème est de savoir si vraiment on le connaît mal ou si on le connaît insuffisamment bien, si on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans suite à la prise de ce vaccin, si on ne sait pas ce qui va se passer suite à des inoculations répétitives de ce vaccin. Donc il y a toute une série de questions posées qui font que certains pensent qu'on le connaît mal. En même temps que ça, il y a 10 milliards de doses qui ont été distribuées dans le monde et donc d'autres trouvent que on le connaît bien puisqu'on a vacciné beaucoup de monde. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on n'a pas une connaissance dans la durée qui peut être remplacée par une connaissance sur le nombre et dans l'immédiat. Donc il faut toujours combiner les deux. Donc on ne peut jamais dire qu'on connaît bien un vaccin si on ne l'a pas éprouvé depuis longtemps. Je pense que pour cette pandémie-ci, ce n'est peut-être pas l'ordre du jour, puisqu'on a quand même l'impression que pour l'instant, la situation ne sera pas dans des formulations aussi aiguës que ce qu'on a connu les dernières années. Je pense que ceci doit faire partie de la manière dont on gère un plan de pandémie. Il y a de multiples aspects dans un plan de pandémie qui va bien sûr depuis les précautions à prendre, depuis la manière de gérer au point de vue législatif, mieux cette fois-ci, les lois par exemple qui doivent être prises, mais aussi dans la manière de former les groupes d'experts, d'entretenir ces groupes d'experts au cours du temps et de les enrichir d'apports extérieurs. Et une des manières, c'est d'avoir effectivement une prévision de pouvoir faire ce type de réunion, si nécessaire, à partir d'un groupe d'experts qui soit entretenu, rénové au cours du temps, mais aussi avec des équipes extérieures. Non, je pense qu'actuellement, personne ne pense à exiger de la population qu'elle soit vaccinée. Je pense qu'il faut, encore une fois, comprendre le sens de la vaccination et la voir comme une protection des personnes qui sont vulnérables. Par contre, les personnes vulnérables, je pense que sans aller jusqu'à exiger, il faut vraiment les convaincre que c'est dans leur bien. Je veux dire, c'est ça qui est très important, c'est que les avantages de la vaccination sont supérieurs aux risques qu'ils courent s'ils ne sont pas vaccinés. Les autres doivent évaluer leurs risques personnels, en discuter avec leur médecin traitant, leur médecin généraliste, et décider en toute lucidité s'ils se font vacciner ou pas. Et voilà, donc ça, je pense que c'est vers ça qu'on va. Ces listes existent, Nous savons que la vulnérabilité est liée, par exemple, à l'obésité, au fait d'avoir un diabète, le fait d'être hypertendu, d'avoir des maladies cardiovasculaires, aussi l'âge, le fait d'avoir plus de 55-60 ans, en soi, est déjà un risque. Et donc, si on met tout ça ensemble, je pense que... Moi, je connais, j'ai des amis qui ont 62 ans, ils sont obèses, hypertendus et diabétiques. Il est clair que ces personnes sont les premiers à risque de se retrouver aux soins intensifs s'ils ne sont pas vaccinés. Maintenant, une personne en pleine santé qui estime qu'elle ne veut pas se faire vacciner, elle en assume la responsabilité. Idéalement, ça doit être l'autorité politique au moment où elle établit la mesure. Dans l'idéal, c'est au stade de la préparation de la mesure, tantôt le gouvernement, tantôt le Parlement dans le cadre d'une loi. Cette autorité est censée s'informer à l'aide d'experts pour pouvoir faire ce test de proportionnalité. C'est l'idéal. Mais dans un deuxième temps, ça peut aussi être un juge qui fait ce test de proportionnalité au moment où la mesure est contestée devant un tribunal, devant la Cour constitutionnelle, devant un tribunal correctionnel qui est amené à condamner quelqu'un qui a violé une règle. On va se demander si la mesure qui impose une amende parce qu'on a enfreint la règle est proportionnée par rapport à l'objectif. Éventuellement, un tribunal pourrait ne pas condamner, laisser tomber l'amende s'il constate que la mesure est non proportionnée et donc incompatible avec un droit fondamental. Alors l'éthique comme pratique collective, comme démarche pragmatique inscrite dans les institutions, dans le débat public, permet à des avis divergents de se rencontrer et aux personnes qui ne sont pas en accord
de se respecter, mais de débattre sur la rationalité de leurs arguments. D'apporter aussi, dans le cadre d'une méthodologie de réflexion collective et contradictoire, des éléments d'information importants au plan scientifique, au plan des données factuelles. Le fait d'avoir manqué de ces espaces-là a cristallisé, je pense, des groupes opposés qui n'ont pas bénéficié d'espaces de rencontre. Et ces groupes opposés, cristallisés, se sont mutuellement critiqués et ont construit aussi des conceptions et des représentations de l'autre partie tout à fait simplistes ou diabolisantes. Et donc la discussion s'est aussi développée, enfin, les débats sur les arguments se sont aussi du coup réfugiés dans les médias sociaux, dans certains espaces numériques, mais qui ne sont pas non plus au service de la rencontre, de la diversité et d'un débat rationnel et méthodologiquement pensé sur les arguments des uns et des autres. Donc une des conséquences de l'absence d'espace de réflexion éthique dans la pandémie, je pense, a été la cristallisation de notre société et sa dualisation, l'opposition de groupes entre pro-vax, anti-vax, etc., en oubliant la diversité des positions plus nuancées entre ces deux extrêmes. Je pense que pour les prochaines pandémies, une façon de prévenir ce risque et les souffrances sociales liées à ces conflits de société serait véritablement d'anticiper les conditions de la mise en place de ces espaces délibératifs qui permettent véritablement aux personnes de ne pas se diaboliser parce qu'elles se rencontrent, parce que les conditions de la réflexion, de la discussion les contraignent aussi à respecter les personnes et à s'intéresser à la valeur des arguments qu'elles avancent et des faits sur lesquels elles s'appuient.